Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur NoEscape. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance du set and setting et d'ainsi comprendre l'influence que cela a sur l'expérience psychédélique. Le set and setting est un concept fondamental qui constitue l'élément le plus déterminant de toute expérience sous substance, que ce soit avec alcool, un psychédélique ou même un stimulant à fort potentiel addictif. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur le set and setting appliqué au psychédélique, car ces substances ont la particularité de décupler notre sensibilité à notre état intérieur comme à notre environnement extérieur. Le voyage psychédélique, loin d'être simplement déclenché par une molécule, est en réalité co-créé par le contexte dans lequel cette molécule est consommée. Avant d'approfondir leur importance, commençons par une brève définition. Le terme set and setting, popularisé dans les années 1960 par des figures comme Timothy Leary, Ralph Metzner et Richard Alpert dans le livre L'expérience psychédélique, nous invite à un réel voyage et nous dévoile les recettes pour découvrir les lieux inexplorés de l'inconscience humaine. Une expérience psychédélique pourra être pleinement vécue. Dans ce cadre-là, il désigne l'importance de deux dimensions essentielles de toute expérience psychédélique. Le set, qui est l'abréviation de mindset, c'est l'état d'esprit, les pensées, les émotions, les attentes, les intentions ou même les blessures inconscientes que nous portons au moment du trip. Le setting, c'est l'environnement physique et social dans lequel se déroule l'expérience. Donc le lieu comme une chambre, la nature, une soirée, etc. L'ambiance, la lumière, la musique, mais surtout les personnes présentes avec vous durant le trip. Ces deux éléments forment ensemble le trame sur lequel le trip va se dérouler. Ils influencent non seulement l'intensité du voyage, mais aussi sa direction, son harmonie ou sa turbulence, son potentiel thérapeutique ou destructeur. Pourquoi est-ce si important, un bon set and setting? Le set and setting ne concerne donc pas seulement les substances, il influence chaque expérience de notre vie. Prenons un exemple simple. Tu peux te réveiller un matin avec une sensation de bien-être intense, simplement parce que tu as bien dormi, que tu es entouré des personnes que tu aimes, ou que tu te trouves dans un lieu familier et sécurisant. À l'inverse, tu peux aussi te lever après une bonne nuit de sommeil, mais te sentir mal, parce que tu es dans un endroit inconnu ou que tu as vécu une dispute ou un stress la veille. Cela montre que l'état intérieur, le set et le contexte extérieur, le setting, ont une influence directe sur ton ressenti, indépendamment des faits objectifs. Il en va exactement de même pour les psychédéliques, mais amplifiés par 10, 100, voire 1000. Un simple inconfort peut devenir angoisse. Une bonne préparation peut, à l'inverse, révéler une expérience transcendante. Beaucoup de personnes pensent maîtriser leur set and setting, simplement parce qu'elles ont bien planifié leur trip. Mais la réalité est plus subtile. Cette illusion de contrôle doit être bien comprise. Tu peux préparer minutieusement ton environnement, choisir une playlist inspirante, être entouré de tes amis les plus proches et malgré cela vivre un trip difficile, voire chaotique ou un bad trip. Pourquoi? Parce que ton état intérieur, parfois invisible, même à tes propres yeux, n'était pas prêt. Des conflits refoulés, des blessures non conscientes, des attentes trop élevées, tout cela peut influencer l'expérience de manière imprévisible. À l'inverse, certains des meilleurs voyages peuvent survenir dans des circonstances apparemment imparfaites, simplement parce que tu étais dans un état de paix intérieure, d'ouverture ou d'abandon total au moment du voyage. Les set and setting ne sont pas des cases à cocher, ce sont des dynamiques vivantes, interconnectées, toujours en mouvement. Ils demandent à être ressentis, observés, ajustés et écoutés. Un bon trip ne dépend pas uniquement de ce que tu consommes, mais de qui tu es à ce moment-là, où tu es et avec qui et pourquoi. Le set and setting influence la nature, la direction et la qualité du voyage plus que la dose ou la molécule elle-même. Pour cela qu'il demande préparation, écoute, discernement et humilité. Ce n'est pas quelque chose qui s'improvise. Pour mieux comprendre son impact, prenons un exemple simple et accessible à tous. Une soirée entre amis, autour de quelques verres. Imaginons deux situations très similaires en apparence. Une personne sera avec des amis pour boire quelques bières. Dans les deux cas, la substance consommée est la même. Le cadre semble identique, mais l'intention et l'état d'esprit changent tout. Situation 1. La détente après l'effort. Dans ce premier scénario, la personne décide de sortir pour se détendre après une semaine productive. Elle se sent bien, elle est fière de son travail accompli et elle souhaite simplement passer un bon moment avec ses amis. L'alcool n'est pas le centre de la soirée mais simplement un élément parmi d'autres. Un petit plaisir qui accompagne une ambiance conviviale et chaleureuse. Dans ce cas, le set, donc l'état intérieur, est positif. La personne est détendue, équilibrée, satisfaite. Le setting, donc le cadre extérieur, est également favorable. Bonne compagnie, lieu agréable, ambiance détendue. Résultat, la soirée a de fortes chances d'être agréable. L'alcool consommé de manière modérée vient renforcer un état de bien-être déjà présent. La personne n'a pas besoin de la substance, elle l'utilise comme un complément et non comme un refuge. Situation 2. L'évasion par la consommation. Dans le deuxième cas, la personne sort non pas pour partager un bon moment, mais pour fuir sa réalité. Elle est stressée, épuisée, voire démoralisée par sa semaine.
L'alcool devient ici un échappatoire, une tentative de modifier artificiellement son état de conscience, de se couper de ce qui ne va pas. Le 7 est ici plus fragile. L'intention n'est pas de créer une expérience partagée, mais de s'oublier soi-même. Le setting, même s'il est similaire à celui de la première situation, amis, bar, musique, ne compensera pas cet état intérieur déséquilibré. Le résultat, la soirée peut être moins qualitative, plus confuse, ou même engendrer des conséquences négatives. Des maux de tête, des discussions peu constructives, une amnésie, etc. L'alcool est ici au centre de la soirée, ce n'est plus une soirée entre amis où l'on boit, mais une soirée pour boire entre amis. Ces deux scénarios montrent une chose essentielle. La même substance, dans un cadre similaire, peut produire deux expériences radicalement différentes selon l'état intérieur de la personne. Dans le premier cas, le set and setting sont alignés. Bien-être intérieur plus cadre harmonieux résultera en une expérience fructueuse, agréable et équilibrée. Dans le second cas, malgré un bon cadre extérieur, le set est perturbé et la substance est utilisée comme une solution à un mal-être, ce qui augmentera le risque d'effets secondaires physiques ou émotionnels. Et paradoxalement, la personne qui a bu moins d'alcool peut ressentir plus de plaisir que celle qui a bu davantage, car l'intention était plus saine, le contexte mieux ajusté et les neurotransmetteurs libérés en synergie avec un état global de bien-être. C'est pourquoi un même stimulus chimique, comme l'alcool ou un psychédélique, n'agit jamais de manière identique d'une situation à l'autre. Le cerveau ne libère pas de la dopamine ou de la sérotonine de façon isolée, mais en réponse à un ensemble de facteurs internes et externes. Si cela est déjà vrai pour une substance aussi socialement banalisée que l'alcool, imaginez l'impact que peut avoir un certain setting mal calibré pour une expérience psychédélique. Avec les psychédéliques, chaque détail peut être amplifié. Une pensée négative, un inconfort physique, une mauvaise énergie dans le groupe ou même une attente trop forte. À l'inverse, un simple moment d'abandon dans un cadre harmonieux peut engendrer une expérience d'une intensité et d'une profondeur inouïe. Cela montre à quel point le bon set and setting ne se résume pas à cocher une checklist extérieure. Il s'agit avant tout d'être à l'écoute de soi-même, de ses motivations profondes, de sa santé mentale, de son environnement, de son entourage. Mon but n'est pas de vous fournir une recette universelle du bon set and setting. Chaque individu, chaque moment, chaque voyage est unique. Ce que je souhaite, c'est de vous aider à développer une conscience plus fine des éléments invisibles qui influencent votre set and setting et donc votre expérience, pour que vous puissiez cheminer avec plus de clarté, d'équilibre et de respect de vous-même et ainsi de vivre une expérience psychédélique la plus complète. En comprenant ces dynamiques, vous deviendrez votre propre guide, que ce soit pour boire un verre ou vous plonger dans l'inconnu d'un état modifié de conscience. Avoir un bon set and setting n'est pas aussi simple que ce qu'il paraît. On peut penser avoir tout à disposition et d'avoir tous les éléments d'un bon set and setting, mais malgré ça, le trip nous fait comprendre que quelque chose cloche dans le set and setting. Voici deux exemples qui en montrent la difficulté. Je vais vous donner un exemple que j'ai vécu personnellement. Un jour, j'ai décidé de prendre du LSD seul chez moi, dans ce que je pensais être les conditions idéales. Je me sentais émotionnellement stable, mentalement serein, sans obligation à court terme, il faisait beau, j'étais reposé et j'avais travaillé efficacement toute la semaine et les semaines précédentes. Le moment me paraissait propice, j'étais prêt à explorer ma conscience en profondeur, seul, sans distraction extérieure. Au début, tout se passait comme prévu. Les premières heures du trip furent lumineuses, douces, presque parfaites. Mais au bout de 4 heures, quelque chose a changé. Ce n'était pas un bad trip, ce n'était pas de l'angoisse, c'était une forme de vide existentiel. Je me suis surpris à penser, pourquoi suis-je en train de vivre cette expérience? Pour qui? Juste pour moi? Est-ce vraiment utile si je ne peux rien en partager? Pourquoi ai-je besoin d'objectifs dans la vie? Est-ce que le sens de la vie dépend de mes objectifs? Ces pensées, tournant en boucle, ont progressivement vidé l'expérience de sa magie. Et pourtant, mon set and setting me semblait optimal. Ce n'est qu'en appelant une amie, plus tard dans la journée, que j'ai compris ce qu'il me manquait. Du lien, de la résonance humaine, sa simple présence m'a reconnecté à l'instant. Les questions existentielles se sont dissipées, je suis redevenu vivant dans le moment. Cette expérience m'a appris ce que je croyais être un bon set and setting ne l'était pas forcément pour moi à ce moment-là. Mon besoin de solitude était sincère, et mon besoin de sens, lui, avait besoin de miroir, de partage. Parfois, l'ego spirituel veut faire les choses parfaitement, seul, en introspection pure, alors que l'humain, en nous, a juste besoin d'une source, d'un regard, d'un cœur à cœur. À l'inverse, j'ai aussi vécu un trip dans des conditions qui, sur le papier, semblaient idéales, entouré d'amis, dans un lieu magnifique, en pleine nature, en sécurité, et pourtant je suis ressorti frustré, comme si quelque chose avait manqué. Avais-je besoin d'être seul pour une introspection plus profonde, ce qui va à l'encontre de l'exemple ci-dessus cité? Comment faire alors? Ce n'est pas parce que tout est en place à l'extérieur que l'expérience intérieure suivra automatiquement. Le set and setting, c'est vivant. Il ne suffit pas qu'il soit parfait selon des critères généraux, il doit être juste pour soi, dans l'instant. Il sera différent pour tout le monde, néanmoins, il suit des bases générales que tout le monde devrait suivre.
Un deuxième exemple. Autre expérience, autre contexte. Durant un festival de musique, le dernier jour après 4 jours intenses mais formidables, entouré de mes amis bien nourris, une nuit bien reposée comparée aux 3 premières, je me sentais prêt à vivre un trip euphorique au 2CB. Les conditions semblaient réunies. Je connaissais la substance, mon corps était en forme, mon esprit apaisé, le cadre festif, bienveillant et musical, l'entourage sécurisant. Et pourtant, le trip fut dérangeant, déconnecté. Pas désagréable, mais incomplet, comme s'il n'avait pas encore trouvé sa place. Ce n'est que le lendemain, une fois rentré chez moi, que quelque chose d'inattendu s'est produit. En fumant un simple joint, seul, allongé, apaisé, j'ai réactivé le trip de 2CB. Pas un effet de cannabis classique, mais bel et bien un retour dans l'espace sensoriel et introspectif que j'attendais la veille. Pourquoi cette intensité décalée? Pourquoi ce trip s'est-il déposé seulement après, dans un moment d'intimité et de calme, alors que la prise avait eu lieu dans l'excitation collective? Probablement parce que mon corps, mon esprit et ma conscience n'étaient pas encore prêts à recevoir pleinement le message de la substance. Trop d'informations, trop de monde, trop d'ondes, trop de mouvements. Le trip était là, mais étouffé par le bruit ambiant. Ce n'est pas que je n'ai rien senti la veille, mais seulement que les effets ont été invisibilisés par l'entourage collectif du festival. Une fois avoir pris distance de cet effet collectif, fumer un joint a réactivé les effets de la substance. L'aurais-je eu si je n'avais pas fumé? La réponse est probablement non, car rien n'aurait fait en sorte que ces neurotransmetteurs puissent se remettre en route. Ces deux exemples, en apparence opposés, l'un en isolement, l'autre dans la foule, m'ont offert une leçon commune. Un bon satin setting ne se prépare pas quelques jours en avance, mais doit devenir une certaine manière de vivre. Il est vivant. Il dépend profondément de ce dont on a réellement besoin à l'instant T. On peut croire qu'on veut être seul alors qu'on a besoin de liens, on peut croire que le collectif sera porteur alors qu'on a besoin de silence. Le paradoxe du satin setting, c'est qu'il ne peut pas être parfaitement anticipé. Souvent, les expériences les plus marquantes surgissent là où l'on ne les attendait pas. À l'inverse, les contextes que l'on a préparés pendant des jours peuvent parfois accoucher d'un sentiment de vide, simplement parce qu'un élément invisible manquait. Une intention claire, une énergie, une disposition intérieure. C'est là tout le mystère. Peut-être qu'il ne faut pas le chercher trop consciemment. Peut-être que le bon satin setting se ressent plus qu'il ne se planifie. Trouver le bon satin setting est tout un art. C'est une préparation de l'invisible. Et ne vous fiez pas qu'à l'apparence à un moment T. Il ne s'agit pas d'atteindre la perfection, mais le juste milieu. Trop peu de préparation expose au chaos et trop de préparation peut étouffer la magie. Alors, comment trouver cet équilibre subtil? Comment préparer un bon satin setting sans le rigidifier? Comment éviter l'excès sans tomber dans le vide? La réponse, paradoxalement, c'est que le satin setting parfait est justement imparfait. Il est souple, vivant, fluide. Il ne contrôle pas le voyage, il l'accueille. La préparation devient alors une sorte de rituel invisible, un art du relâchement conscient. Prépare-toi avec soin, puis oublie la préparation. Ne cherche ni à contrôler, ni à t'abandonner aveuglement. Fais de ton hygiène mentale et spirituelle un mode de vie, et non un rituel exceptionnel. Le jour venu, elle sera là, invisible mais active.